Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Gabon, Madame la directrice de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique du Nord, Monsieur le directeur de l'Enseignement supérieur au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Royaume du Maroc, Monsieur le professeur Alioune Sall, fondateur et directeur de l'Institut des futurs africains, j'ai le plaisir et l'honneur de diriger cette séance de travail en présence de mes collègues, c'est Abdelrahman Tenkoul, qui est le doyen de la faculté des lettres Euromed Fès, de Madame Samira Bouzouita, qui est titulaire, qui est directrice de l'école d'ingénieurs et titulaire de la chaire. Hein? Non. Maha Dmira, directrice de l'école d'ingénieurs, titulaire de la chaire UNESCO Femmes, c'est ça? Voilà. Le professeur Mustafa Rachid, doyen de la faculté des lettres de Tétouan, Université Abdelmalek Saadi, et le professeur Samir Bouzouita, doyen de la faculté des lettres Dar el-Mehraj de Fès, Jamia Saïs. عندكم جوج ديال الجامعات، جوج ديال الكليات. جامعة سيدي محمد بن عبد الله ياك Saïs, qui prendront la parole après mon introduction, qui ne se contentera pas de diriger cette rencontre, mais de lancer le débat autour de cette question très importante. Et je crois que nous vivons un grand moment aujourd'hui à l'ICESCO à propos d'une question extrêmement importante, d'un bouleversement qui touche l'humanité tout entière. Et je voudrais à ce propos remercier l'ICESCO pour cette louable initiative au nom de son directeur, le docteur Salim El-Malik. Notre but dans cette première rencontre est de constituer un premier réseau d'experts des universités, mais aussi de tous les secteurs qui s'intéressent aux sciences humaines et sociales. Et je crois que c'est une première dans le monde que d'essayer de constituer ce type de réseau. Je voudrais remercier aussi Monsieur le directeur général, pour lui qui est scientifique, lui qui est médecin, de s'intéresser, et nous le sentons nous, en tant que faculté des lettres, et ça va se sentir à l'échelle nationale, et ça va se sentir également avec ce réseau à l'échelle du monde islamique, de l'intérêt que son Excellence porte aux sciences humaines et sociales. Nous allons aujourd'hui parler d'une question qui est extrêmement importante, qui est un bouleversement total dans le monde. Je veux parler de l'intelligence artificielle. Le monde a connu plusieurs bouleversements dans son histoire. Celui-ci en est un. Je voudrais évoquer trois événements internationaux qui ont bouleversé le monde. L'imprimerie de Gutenberg au XVe siècle, en 1450, et la première Bible qui a été imprimée de cette manière-là, moderne, en 1454. Les exemples sont très nombreux. Le deuxième exemple que je voudrais donner concerne la révolution industrielle et le machinisme qui a été introduit en Europe et principalement en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle et qui a été mal ressenti par la classe ouvrière et qui a même été combattu, de telle sorte que les ouvriers ont commencé à casser les machines parce qu'elles considéraient qu'elles constituaient une concurrence déloyale et qu'elles étaient productrices de chômage. C'est ce qu'on appelle le ludisme
et les ludistes, c'était des activistes clandestins qui essayaient de casser les machines. Et puis, troisième exemple, c'est Internet. Internet qui a constitué une révolution dans les années 80 du siècle passé, à partir de 1989 et 91. Donc depuis une trentaine d'années, nous vivons une autre révolution et qui accélère le rythme de la technologie et l'impact de la technologie sur les sociétés. D'où l'apport et l'importance des sciences sociales, et des sciences humaines et des sciences sociales pour l'humanité. Donc, l'intelligence artificielle est un défi qui est lancé à l'humanité, est une concurrence par rapport à l'homme, à l'humain. Alors, comment réagir? Faut-il réagir comme les ludistes, c'est-à-dire interdire l'intelligence artificielle et interdire ChatGPT? Nous ne sommes plus dans cette ère, dans cette possibilité d'interdiction. Donc nous devons nous comporter, trouver le moyen d'interagir, de nous comporter avec l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle est dangereuse, bien sûr, bien évidemment, pour l'humanité, mais il faudrait quand même essayer de l'apprivoiser. Certains pays ont beaucoup investi et ont essayé justement d'établir une certaine hégémonie, une certaine domination dans le monde à travers cette technologie. Et les clivages que nous vivons aujourd'hui sont absolument colossaux et qui établissent justement des différences très importantes dans le monde. Alors bien évidemment, les pays qui ont le plus investi, qui sont le plus en avance dans l'intelligence artificielle, sont les pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui accordent des budgets absolument colossaux. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, très rapidement. La question où en est l'Europe, et puisque nous sommes à l'ICESCO, où en est le monde islamique devant ce défi qui nous est lancé par l'intelligence artificielle. Alors les États-Unis, quelques chiffres, consacrent 248,9 milliards de dollars par année à l'intelligence artificielle. La Chine, 95,1 milliards de dollars par an. Le Royaume-Uni, 18,2, etc. Donc vous voyez qu'il y a des budgets colossaux parce que les pays industrialisés sentent l'importance de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'économie, sur tous les aspects de la vie humaine. Alors, qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle soit aussi pondérante dans le monde dans lequel? Parce qu'elle va plus vite, elle ne réfléchit pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'a pas de conscience. Mais l'intelligence artificielle, dans les 30 années à venir, elle est capable d'instaurer un QI de 10 000, et à titre de comparaison avec le QI humain aujourd'hui, qui est de 200 par exemple, et pour les génies, 200 points. Donc il y a une différence absolument colossale. De ce fait, l'intelligence artificielle va investir tous les domaines, mais alors tous les domaines sans exception. Pour ce qui nous concerne, arrêtons-nous sur le domaine qui nous préoccupe au premier chef, c'est-à-dire l'éducation, la recherche et la formation. Aujourd'hui, nous sommes devant une nécessité absolue. Réformer l'éducation nationale et la recherche scientifique, et commencer par le primaire, voire par la maternelle. L'université ne peut résoudre tous les problèmes de fossilisation lorsque le mal est déjà fait et qu'il devient irréversible. Donc il faudrait apporter une véritable réforme à l'enseignement et à la recherche. Nous avons donc besoin d'une nouvelle approche pédagogique et scientifique. Quelques suggestions, juste pour lancer le débat. La pédagogie inversée nous a permis de
pratiquer une pédagogie nouvelle. Et les cours en ligne ont contribué en amont dans un gain de temps et de performance. Donc, au lieu de cours magistraux, tels que nous le vivions depuis une trentaine d'années, peut-être encore aujourd'hui, la rencontre entre les étudiants et les enseignants se transforme en lieu de débat et d'approfondissement de la connaissance et de l'analyse. Par conséquent, cette pratique devrait être institutionnalisée, devrait devenir une règle. Pour cela, il serait urgent de commencer la formation des formateurs, et ce, à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Peut-être faudrait-il que l'on pense également à notre rapport à l'exercice académique, tel que nous le faisons aujourd'hui. Jusque-là, les enseignants posaient des questions aux élèves et aux étudiants. Aujourd'hui, cet exercice devient factice, devient désuet, puisque la machine peut répondre mieux que l'étudiant, mieux que l'enseignant lui-même, et plus vite. Donc il faut qu'on change absolument, qu'on révolutionne notre rapport au savoir et notre rapport à l'enseignement. Donc que faire alors devant une intelligence capable de répondre et d'être plus performante que l'homme? Peut-être faudrait-il inverser l'approche, apprendre aux étudiants à poser des questions et non pas à trouver des réponses, par exemple, puisque la machine saura le faire plus vite et mieux que l'homme. Apprendre aux étudiants, quelques suggestions, à commenter une réponse, à analyser les réponses de l'intelligence artificielle, à comparer les différentes réponses de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, etc. Et notre rapport à l'intelligence artificielle ne devrait pas se transformer en moyen de triche, parce que ces réponses ne sont pas une fin en soi. Alors, y a-t-il une morale à cela? Non. L'intelligence artificielle n'a pas de morale, elle n'a pas de sentiment, n'a pas d'affect. Mais on peut lui faire tout ce qu'on veut, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, d'où sa dangerosité. Et donc les philosophes des sciences actuellement devraient transformer et changer leur rapport à la philosophie elle-même. Car l'humanité encourt un vrai danger et tout devient possible avec la manipulation, avec l'intelligence artificielle. La manipulation, la désinformation, les fake news de l'image, la masse d'informations générée par l'intelligence artificielle risque de désorienter le public. Le plagiat, par exemple, qui est une pandémie qui touche les milieux de recherche et de l'université, le plagiat, les programmes anti-plagiat sont aujourd'hui complètement dépassés, puisque l'intelligence artificielle est capable de générer une multitude de réponses que les programmes anti-plagiat ne sauraient juguler. Pour cela, l'homme doit sauvegarder son humanité à travers ce qui est intrinsèque et créer un réseau international en sciences humaines et sociales pour réfléchir sur la place de plus en plus prépondérante sur les sciences humaines et sociales. Et je suis content d'avoir entendu depuis tout à l'heure, notamment monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, dire que les sciences humaines et sociales ne sont pas utiles uniquement pour les étudiants des facultés des lettres et des sciences humaines, mais elles sont utiles pour tous les domaines, pour tous les métiers, pour les ingénieurs, pour les médecins, pour les architectes, pour les urbanistes. Absolument, tous les métiers doivent s'imprégner des sciences humaines et sociales, puisque de toute façon, la machine sera plus performante et plus rapide. Voilà pour lancer un petit peu les débats. Je voudrais, à la fin de mon propos, remercier son Excellence, Monsieur le directeur de l'ICESCO pour tout ce qu'il fait pour les sciences humaines et sociales. Remercier Madame Ramata, directrice des sciences humaines et sociales de l'ICESCO, Monsieur Ammar Hamli,
que je retrouve avec plaisir. Nous avions travaillé très, très longuement. Merci à mesdames et messieurs les doyennes et doyens ici sur et dans les salles, les professeurs, les collègues, les étudiants venus nombreux. C'est votre affaire, c'est l'affaire de tous. Cette intelligence artificielle est en passe de bouleverser notre vie et nous sommes appelés tous à y réfléchir. J'espère que nous allons travailler monsieur le professeur Alioune Sall nous a donné des conseils absolument précieux dont nous allons tenir compte dans l'avenir. Le chantier qui se présente à nous est absolument colossal. L'intelligence artificielle n'est qu'un aspect parmi d'autres qui se posent aux sciences humaines et sociales. Donc, longue vie, bon début et longue vie à notre réseau. Je vous remercie de votre écoute et commencer par une dame. Madame Maha Agmira. Allez. Alors, bonjour à tous. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire une présentation devant pupitre, donc j'improviserai. Mesdames et messieurs, je suis ravie encore une fois d'être à l'ICESCO, mais encore davantage aujourd'hui lors de l'inauguration du réseau des experts en sciences humaines et sociales. Je ne sais pas si on m'a bien présentée, mais je suis directrice de l'école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle et titulaire de la chaire ICESCO Femmes en sciences, intelligence artificielle et futur, l'idée par le centre de prospective de l'ICESCO. Donc au fait, je disais ça, cette précision a un objectif, c'est parce que je ne suis pas du domaine des sciences humaines et sociales. Donc s'il fallait chercher un intrus aujourd'hui dans cette salle, ça serait bien moi. Et donc d'où mon grand plaisir au fait d'être aujourd'hui dans une dynamique d'interdisciplinarité, d'ouverture des deux types de sciences. Je ne veux pas débattre de qu'est-ce qui est dur ou qui l'est moins. Je ne pense pas que le débat soit aujourd'hui orienté vers ça. Et donc, je commencerai, je pense que les attentes du public, après ma présentation, c'est d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'IA, mais très brièvement. Alors, l'IA, je le dis très souvent à mes étudiants, c'est toute capacité humaine qui peut être transmise à une machine. Prenons simplement une vision. Sinon, moi, je suis capable de regarder cette audience et de deviner et de distinguer le genre, les hommes des femmes. Et donc, si un ordinateur ou une machine peut le faire, alors on parlera d'intelligence artificielle. Je discute en français, je peux très bien parler en anglais et dans d'autres langues. Et donc, si une machine peut le faire, elle est dotée d'une intelligence artificielle et ainsi de suite. En fait, c'est toutes les capacités humaines qui peuvent être transmises à une machine. À ce moment-là, on parle d'intelligence artificielle. Mais mon point, en écoutant les très belles présentations et les discussions ce matin, et c'est ça le gros avantage de passer à la fin, c'est de pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ce qui a été dit. Et je me suis dit peut-être que je commencerai par définir un petit peu toute cette évolution de l'IA. Et j'étais ravie de voir que beaucoup de personnes ont parlé d'IA avant moi, de parler, monsieur le ministre du Gabon a parlé de la jeunesse de Dartmouth College. Je vais revenir quelques années avant, donc si vous vous rappelez la date qu'il avait mentionnée, c'était 1956. Je vais revenir avec Alan Turing, qui est un ingénieur de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, il s'est posé une question, en anglais, elle est très, très straightforward. Il a dit Does a machine think? Est-ce qu'une machine peut penser? Et c'était à partir de cette question-là qu'il a développé le test de Turing dans une première tentative en 1947 et une seconde en 1950. Et donc en 1950, il a développé un test qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, le ChatGPT n'en fait pas exception. Lui aussi, il a passé le test de Turing. Donc vous imaginez de 1950 à aujourd'hui.
Et c'est tout simplement pour dire si une machine ou un programme est intelligent. D'accord ? En 1956, les personnes, comme a expliqué son Excellence le ministre, des personnalités informatiques, mathématiques, des scientifiques se sont regroupés à Dartmouth College et ont décidé de donner le nom à cette discipline. Au fait, 1956, ça a été un petit peu porteur de cette genèse de cette discipline-là, qui est l'intelligence artificielle, et ça vient des neurosciences, justement, comme l'a été expliqué. Je vous passe le détail, et j'arrive à aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps, robotique, traitement de langage, computer vision, traitement d'images, et aujourd'hui, on arrive à la question clé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à une machine comme connaissance ? Cette question-là, moi je suis ingénieure de formation, j'ai fait mon PhD en IA, en intelligence artificielle, je ne me suis jamais posé cette question-là. Comment nous, on réfléchit ? Et en creusant un petit peu cette question-là, je me suis rendu compte que comment pouvons-nous prétendre enseigner à une machine si nous-mêmes, on n'a pas une connaissance de notre connaissance. D'accord ? Je m'explique. Alors aujourd'hui, nous avons constaté que nous, les humains, on transmet l'information. Donc c'est par transmission orale ou écrite. On ne peut pas faire ça avec une machine parce que nous n'avons accès qu'à la partie consciente de notre connaissance. Et il y a toute la partie intuitive qu'on utilise, avec laquelle nous fonctionnons, mais à laquelle nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas décrypter pour la faire passer à une machine. Donc vous comprenez un petit peu le dilemme. Ce qui fait qu'on s'est dit, on ne peut pas enseigner aux machines de la façon avec laquelle nous apprenons. Faisons-les apprendre par elles-mêmes, faisons-les décrypter à partir d'images, ce qui est important, ce qu'on appelle les patterns, à partir de langues, à partir de textes. Et c'est comme ça finalement qu'est né le paradigme de l'apprentissage, du machine learning, du deep learning et de tout ce que vous pouvez lire dans la littérature. Mais l'idée est de laisser la machine apprendre parce que l'humain a cette limitation innée, qui est inhérente à sa structure, qui est celle de ne pas avoir accès à cette connaissance intuitive. Un autre exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui de la gravité, de la notion de gravité. Un bébé qui a 2 ans, il comprend la notion de gravité. Et on ne le lui a jamais enseigné. Les parents n'ont jamais expliqué les équations de Newton. Et pourtant, il comprend très bien ce que c'est que la notion de gravité. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la physique intuitive. C'est exactement ça qu'on a essayé de transmettre à un ordinateur, de comprendre par lui-même son environnement, l'image, le texte et la parole. Alors, mais peut-être les personnes qui sont dans mon domaine ne s'attendent pas à ce que je dise ça, mais il y a aujourd'hui beaucoup de limitations à l'IA, d'où ma présence aujourd'hui, à l'intelligence artificielle, qui est de l'ordre de l'interdisciplinarité. Aujourd'hui, nous sommes dans des formations universitaires, et je pense être quand même en bonne mesure de parler de ça, très, très segmentées. Et donc aujourd'hui, c'est un plaidoyer ouvert pour l'interdisciplinarité, parce qu'on ne peut pas faire avancer n'importe quelle science ou domaine si on n'allie pas nos forces. Et je vous donne quelques limitations aujourd'hui concrètes des systèmes d'intelligence artificielle. Monsieur Sijamel, avant moi, a parlé de plagiat, des ChatGPT. Effectivement, ce qu'on appelle les modèles autorégressifs, les modèles génératifs de langage, effectivement, pose un problème. On l'a constaté en milieu d'éducation et d'enseignement. On a constaté qu'on ne pouvait pas contrôler. Et au fait, on n'a pas assez creusé cette question-là de la remise en question, parce que ces systèmes-là nous ont remis en question nos façons d'enseigner, notre méthodologie. Et c'est une question ouverte, pas seulement au domaine de l'IA, mais à l'ensemble des domaines qui sont transversaux à l'éducation. Donc aujourd'hui, nous utilisons tous un téléphone qui reconnaît une image. Selon les derniers chiffres scientifiques, nous sommes arrivés à un taux d'erreur machine-homme qui est similaire. Aujourd'hui, on arrive à un même taux d'erreur que les machines, ce qui est excellent. Par contre, lorsqu'on analyse techniquement le type d'erreur, on est sur deux erreurs différentes.
L'humain ne reconnaît pas une race de chat dans une image parce qu'il ne la connaît pas. La machine, elle, reconnaîtra toutes les races parce qu'elle aura appris d'une base de données très large. Par contre, elle ne comprendra pas une interaction entre plusieurs chats dans une même image. Vous comprenez? Donc on est certes numériquement au même taux d'erreur, mais on est sur deux types d'erreurs complètement différents. Et c'est pour ça que je milite, quasiment le mot est peut-être fort, mais je milite pour une compréhension plus humaine, sociale de l'IA, et une intelligence artificielle plus humaine et centrée vers l'humain. Aujourd'hui, à titre de titulaire de la chaire ICESCO Femmes en Sciences, j'ai un devoir de plaider pour une éthique en intelligence artificielle, une éthique du genre, selon les derniers chiffres de l'UNESCO de 2019, mais qui ont été révisés, malheureusement à la baisse. 12% des professionnels d'IA dans le monde sont des femmes, et vous pouvez le constater quand il y a des panels, on est très peu nombreuses. Et 6% en software engineering, en développement, en informatique, et 20% dans des métiers techniques, en milieu entreprise, ce qui est très peu. Donc aujourd'hui, quand on développe ces systèmes d'intelligence artificielle, et lorsqu'on pense à cette multidisciplinarité avec les sciences humaines et sociales, il ne faut absolument pas mettre de côté la dimension genre. Et la dimension genre passe par l'éducation. Et l'éducation, pas seulement au niveau universitaire, et ça c'est ma bataille, mon cheval de bataille, c'est par l'initiation aux notions mathématiques, aux notions informatiques dès le plus jeune âge et d'une façon ludique. Et ça, si notre système d'éducation nationale réussit à relever ce défi-là, et l'ensemble des pays partenaires, ça serait, je pense, un très grand gain. Je m'étais noté quelques... Donc, professeur Leonardo, j'aimerais peut-être réagir par rapport à ce qu'a dit le collègue à Washington. Il a mentionné un projet en agriculture. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'il ait mentionné de son point de vue, donc du point de vue sciences humaines et sociales. Mais nous, de notre côté, nous faisons la même chose. Nous avons deux grands projets à l'école que je dirige. Deux projets avec l'Union africaine, ASRIC, en l'IA en agriculture, pour renforcer les capacités des agriculteurs moyens et petits en Afrique, et à travers les nouvelles technologies. Et le deuxième est avec l'Europe, projet Horizon Europe sur l'agriculture en IA. Et dans ces deux projets-là, aujourd'hui, le défi n'est pas un défi technologique. Nous savons comment faire, que ce soit pour le software ou le hardware, et le défi est principalement comment transmettre ces technologies aux fermiers, à l'agriculteur, aux agriculteurs au pluriel, mais également comment leur faire adopter cette technologie, leur faire accepter cette technologie et finalement les protéger de l'ensemble des éléments qui peuvent être négatifs, notamment la protection des données, le respect de la vie privée, la fiabilité, la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle. J'ai entendu dire, je ne peux pas ne pas réagir à ça non plus, l'IA est dangereuse. L'IA n'est pas dangereuse. Et ça aussi, c'est pour moi un plaidoyer, c'est de dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans notre pays, il faut le voir comme un allié. Vous avez parlé de révolution, Monsieur Jamel, mais effectivement, pendant toutes ces révolutions, les pays en voie de développement ont toujours eu une écrasante marche en arrière. On n'arrivait jamais à rattraper. Aujourd'hui, il faut voir que la révolution de l'intelligence artificielle est une révolution qui nous offre une opportunité, parce qu'elle ne nécessite pas d'infrastructures très dispendieuses, elle nécessite un savoir-faire qui est aujourd'hui disponible à travers l'Internet, à travers les outils qu'on peut retrouver, et une belle jeunesse, et l'Afrique en regorge, c'est même un de ses atouts. Donc aujourd'hui, pour une fois, et ça c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, et je pense qu'aujourd'hui nous n'avons pas pardon, je cherche le mot, on n'est pas très en arrière, mais on n'est pas non plus en avance, soyons honnêtes, mais cette marge
est largement rattrapable. Donc je souhaite finir avec ce message d'espoir et remercier l'ensemble des organisateurs. Puis s'il y a débat, je répondrai aux questions. Merci, chers collègues. De toute façon, on n'a pas le choix. Dangereuse ou pas dangereuse, on doit s'y faire. C'est quelque chose, si vous avez compris mon propos, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'il faut apprivoiser, il faut voir le côté positif. Il faudrait surtout qu'on change notre comportement vis-à-vis de la technologie et de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, chers collègues. C'est Abdelrahman Nkoul, doyen de la faculté des lettres, Euromed. Tfadal. السيد المدير العام، السيد نائب المدير العام، السيد المستشار الخاص، السيد المدير العام، السيدات والسادة المديرون، يسعدني كثيرا أن أشارك في هذا الملتقى، وهي مناسبة بالنسبة إلي كي أثني على العمل الهام الذي تقوم به هذه المنظمة منذ السنوات الأخيرة مع عاد جديد فريق العمل وتطعيمه بدماء جديدة وبكفاءات جديدة. أظن بأن المنظمة تغيرت ملامحها وعطاؤها، وعلينا أن نثني ونتمين هذا العمل. Mes chers amis, je suis très intéressé par ce colloque. Je remercie cette rencontre, ceux qui l'ont organisé et qui veulent en fait installer une tradition de réflexion par la mise en place d'un certain nombre de structures sur les sciences humaines et sociales. Et je crois que l'une des vocations principales de cette institution est de promouvoir ce champ qui est passé par une série de transformations ces dernières années, parce que confronté à un certain nombre de questions et à l'évolution que connaissent les sciences depuis pratiquement la deuxième moitié du siècle dernier. Et aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, ce rapport entre les sciences humaines et sociales se complexifie davantage avec les autres disciplines. Je voudrais, pour vous faire saisir à la fois l'importance et l'intérêt de ce projet magnifique, partir d'une phrase de Abdelkabir Khatibi, qui est considéré comme l'un des fondateurs des sciences humaines et sociales au Maroc. Dans un beau livre intitulé « Du signe à l'image », il dit ceci, qui me semble très significatif par rapport à notre journée. Il dit qu'il faut analyser un tapis comme si l'on analysait un texte d'Aristote. Analyser un tapis qui est le produit du patrimoine, qui est le produit de l'artisanat, mais qui présente certainement le même degré de complexité qu'un texte philosophique, notamment celui d'Aristote ou autre. Que signifie pour nous cet impératif? On a parlé tout à l'heure de beaucoup d'impératifs. Que signifie cet impératif? Donc il y a là une exigence qu'il nous faut avoir par rapport au patrimoine, comme celle que nous investissons quand il s'agit de faire un travail scientifique, académique, à partir d'objets qui sont le produit pur de l'intelligence collective. Que signifie donc cet impératif? À mes yeux, il signifie deux choses importantes qui sont complémentaires. La première, c'est l'articulation entre le produit du patrimoine et l'intelligence collective, parce que le patrimoine est le produit de l'intelligence collective, de l'imagination d'une collectivité, d'une communauté, voire de son imaginaire. Ça, c'est la première articulation. Deuxième articulation, c'est que le produit du patrimoine dénote aussi un prolongement de l'humain à travers l'objet, à travers le patrimoine. C'est une manière de patrimonialiser l'humain et en même temps d'inscrire le devenir de l'humain, de l'homme, dans une stratégie de réflexion et de prise en compte dans tout ce que nous produisons comme produits culturels, symboliques, sémiotiques, etc.
Donc, tenons compte de cet impératif, en soulignant cette double articulation, la question se pose bien évidemment aujourd'hui, est-ce qu'un produit numérique, donc un produit sémiotique, qui est le résultat d'un système algorithmique, est-ce qu'un tel produit peut générer cette double articulation? Ou en tout cas, est-ce qu'il peut nous interpeller par rapport à cette double articulation, à savoir cette interconnexion entre l'objet culturel, l'imaginaire collectif, l'inventivité d'une collectivité et d'une communauté, et le devenir de l'humain. Parce qu'à travers le patrimoine, c'est le devenir de l'humain qui est en jeu. C'est ça la définition de la civilisation. Est-ce qu'à partir d'un objet numérique, donc sémiotique, produit d'un système algorithmique, est-ce qu'on peut assurer cette double articulation? Là est le cœur du problème. En tout cas, l'un des aspects peut être considéré sous cet angle-là, d'où la nécessité de réfléchir au rôle que peuvent jouer aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Si cette question se pose, c'est parce qu'il est un fait qui me semble avéré et admis, c'est que nous assistons aujourd'hui à un bouillonnement sans précédent dans le champ des sciences et des savoirs, sous la pression justement des nouvelles technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Ce fait est certes complexe et déroutant, mais à mon avis constitue une opportunité pour nous parce qu'il nous amène à nous interroger sur la vocation des sciences humaines et sociales. Est-ce que cette vocation des sciences humaines et sociales, telle qu'elle a été façonnée, disons en remontant pas très loin, juste au XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à séparer les disciplines des sciences humaines et sociales, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? C'est-à-dire en tant que levier de valeurs humaines, etc. Donc l'éloge du spirituel, de l'intellectuel, par opposition au matériel. Derrière cette question, il y a l'étonnement que nous ressentons face à toutes les transformations que connaissent les sociétés de par le monde et qui engagent le devenir de l'homme. Aujourd'hui, les sociétés se transforment, ils connaissent des mutations profondes sous la pression justement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, à partir de chez soi, on peut régler tous les problèmes possibles, imaginables. On parle aujourd'hui de smart city, on parle aujourd'hui de ville intelligente, etc., etc. Donc, effectivement, ça a été dit, la machine est en train de se substituer à l'homme, du moins pour certaines tâches, certaines activités. Donc, il y a question du devenir humain qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses. Reste une autre question à laquelle on pense, mais qui reste souvent silencieuse, voire occultée, et qui nous est posée aujourd'hui. À l'heure où nous sommes en train de mettre en place ce réseau, sommes-nous préparés, nous au Maroc et au niveau du monde arabe, à suivre le rythme justement, la vitesse vertigineuse avec laquelle s'opèrent les transformations au plan technologique, technique, post-industriel, etc. C'est une question qui s'impose parce qu'il engage aussi la réflexion sur les sciences humaines et leur rôle. Toutes ces questions que je viens de soulever, par rapport à la double articulation, comme dirait Martinet quand il analyse le langage, il a construit ce concept de double articulation, toutes ces questions trouvent leur légitimité, en fait, pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ce qu'on attend de nous en créant ce réseau. J'essaie d'apporter des éléments de réponse qui existent dans notre héritage quand même, dans notre savoir, dans l'histoire de notre savoir tel qu'il s'est constitué, notamment au Maroc et dans le monde arabe. Elles trouvent leur légitimité dans cette histoire, notre histoire par rapport aux sciences humaines et au savoir. Et là, je me contenterai, pour aller vite, de relever plutôt trois moments importants
qui nous rassure justement dans ce rapport que nous voulons engager avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. C'est qui me servent pour moi de base, que nous partageons évidemment avec la région méditerranéenne, africaine, etc. Il y a 3 moments épistémologiques dans l'histoire, dans notre savoir, dans notre rapport au savoir. Il y a ce que j'appellerais le moment épistémologique de la prise de conscience de l'importance de la rationalité, qu'on peut faire remonter au Moyen-Âge avec Ibn Rushd, avec Averroès, qui appelait à une lecture, à une interprétation du Coran sur la base d'un paradigme rationaliste. Et il a dit que ceux qui n'ont jamais été à l'école, bien sûr, ils doivent se contenter d'une explication intuitive du Coran, des hadiths, etc. Par contre, l'ijtihad, donc l'effort intellectuel scientifique, est permis pour les gens scientifiques. Ça, c'est un moment épistémologique important, crucial, qui est en lien étroit justement avec les sciences humaines et sociales et leurs fondements. Deuxième élément épistémologique, c'est la prise de conscience de l'histoire sociale et de l'importance de son rôle dans l'édification des structures sociétales. Ça, c'est Ibn Khaldoun. C'est un moment capital également qui se situe autour du XIVe siècle et on sait le rôle d'Ibn Khaldoun dans justement la naissance, l'émergence et l'affirmation des sciences humaines. Donc, deuxième moment épistémologique important. Le troisième moment épistémologique important est ce que j'appellerais l'historicisme décolonial. C'est-à-dire lorsque, une fois avoir accédé à l'indépendance, nous avons commencé un petit peu à revisiter, à relire. On l'a fait parfois, sinon souvent, avec un œil idéologique, donc avec un regard idéologique. On a essayé de dépouiller tout le patrimoine colonial, les recherches qui ont été faites sur le Maroc, l'Algérie, l'Afrique, etc. Et on a essayé de construire un nouveau regard sur notre identité et sur l'altérité. Donc on a opéré ce travail dit de décolonisation, un travail décolonial. Le terme, on ne l'employait pas à l'époque, c'est maintenant qu'on emploie le terme décolonial. Donc ce moment-là est capital parce qu'on a commencé à réexaminer, à relire pour essayer de refonder notre propre regard sur nous-mêmes, notre façon d'analyser notre société de l'intérieur, en tenant compte bien sûr du regard extérieur qui est important. Dans toute approche sociologique, anthropologique, ethnologique, etc., le regard extérieur est capital. Donc, ces 3 moments épistémologiques, ce sont pour nous des repères qu'on ne doit pas perdre de vue. Si l'on veut aller loin, donc nous avons quand même une histoire, on ne part pas de rien, on part de quelque chose. Et ce quelque chose me semble capital parce qu'il se situe au croisement de ce qui s'élabore depuis quelques années en termes de réflexion, d'analyse dans les domaines des sciences humaines et sociales. Et, à mon avis, qui doit nous impulser pour enrichir ce réseau. Et je remercie mes collègues, mes amis qui ont pensé parce que c'est vraiment quelque chose, un tournant. Nous assistons à un tournant aujourd'hui avec la création de ce réseau. Autre chose qui devrait stimuler la création de ces réseaux, c'est que maintenant, il se passe dans le monde, depuis, disons, les années 80, depuis les travaux d'Edouard Saïd sur les études culturelles, à partir justement de l'héritage de Frantz Fanon, des travaux de réflexion d'Albert Memmi sur la notion de coloniser, de décoloniser, etc., on a construit et donc bâti les fondamentaux d'une nouvelle sociologie, un nouveau programme pour les sciences humaines et sociales. Et c'est sur cette base-là que Homi Bhabha, donc loin, un peu loin de nous, qu'il a récupéré pour faire une autre approche de la culture. Et également Edouard Saïd, dans ses travaux magnifiques sur l'orientalisme, la représentation de soi et de l'autre, et de la construction de soi par le regard de l'autre. Et aujourd'hui, il y a tout un travail magnifique, donc je ne voudrais pas trop m'attarder, j'évoquerai les travaux de Abdelwahab Meddeb, les travaux d'Abdelkabir Khatibi, d'Abdallah Al-Aroui, etc. Et aujourd'hui, je salue Mohamed Zine El Abidine qui fait un travail magnifique sur la question de l'impensé.
Voilà, donc il a pris ce concept fondamental pour essayer justement d'analyser toute la connaissance produite aujourd'hui en s'attaquant à des noms importants qui ont façonné justement les sciences humaines et sociales. Je citerai Foucault par exemple, pour opérer un travail de déconstruction-construction, pour voir justement comment bâtir quelque chose de nouveau en termes de regard sur la société et les enjeux que connaissent les sociétés aujourd'hui, notamment étant confrontées à des questions comme celles des technologies et de l'intelligence artificielle. Donc nous nous trouvons à un tournant qui me semble décisif. Et le choix de la création, de la mise en place de ce réseau, mais vraiment c'est quelque chose de capital. Parce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, les études qui sont développées en Amérique latine portent sur la question de décolonial. Pas sur la question de la décolonisation, c'est différent sur les questions de décolonial parce qu'aujourd'hui, disons, la production scientifique aujourd'hui, qui ne s'apparente pas, soi-disant, aux recherches coloniales, à la science coloniale, etc., mais des recherches produites en Occident sont en train de reproduire le colonial, sont en train de reproduire ce regard que Edward Said a dénoncé, que Fanon a essayé à sa manière de déconstruire, Mémy, etc. Donc nous nous trouvons dans un contexte important où nous assistons dans différents champs du savoir à la construction de nouveaux paradigmes, mais qui reproduisent la pensée occidentale dans ce qui est là de plus dominateur. Et un travail, d'où la notion d'impensé, la notion de déconstruction, qui me semble être des notions aujourd'hui, des outils importants. Je terminerai par dire que nous sommes en train effectivement de lancer les bases, les jalons de ce réseau, et je voudrais qu'avec les efforts des uns et des autres, des institutions, des universités, des laboratoires de recherche, que nous puissions faire de ces réseaux aussi un rhizome. Un rhizome, donc une structure rhizomatique, c'est-à-dire dont les racines plongent là où ils doivent y aller pour pouvoir faire ressurgir autre chose, faire ressurgir une autre façon de voir l'humain, une autre façon de voir le devenir de l'homme. C'est important, il y va de notre avenir. Merci de votre attention. Merci. Shukran, c'est Abdelrahman. Je retiens deux choses. On peut tout retenir dans ce que tu dis. Tu dis toujours des choses très sensées et très intéressantes. D'abord, est-ce que nous sommes préparés pour l'intelligence artificielle? Puisque nous sommes à l'ICESCO, donc le Maroc, mais aussi tout le monde islamique, est-ce que nous sommes prêts, est-ce que nous sommes préparés? Et j'espère que cette rencontre va tirer la sonnette d'alarme pour que justement on se rende compte de la pertinence et de la dangerosité et de l'importance du moins de la question. Et puis, à la fin de ton propos, donc la pertinence justement de ce réseau qui va réfléchir sur cette question et bien d'autres. C'est lui ou cette femme? Si Bouzouita, tu préfères. Si Bouzouita, j'aimerais bien que nos deux derniers intervenants, si Bouzouita ou si Rachid, nous parlent un petit peu des deux aspects de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut servir l'homme? En quoi, vous ne serez pas d'accord, elle peut représenter un danger ou un défi pour l'homme? En tout cas, un défi, disons. Allez, pas un danger. شكرا سيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أخفيكم سعادتي للمشاركة في هذا اللقاء العلمي الوازن الذي تنظمه شبكة الإيسيسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي مناسبة لتهنئة الساهرين على هذه الشبكة كل واحد باسمه وصفته. مداخلتي وهي مناسبة كذلك لتتمين ما تسعى إليه هذه الشبكة من ترقية العلوم الإنسانية والاجتماعية
لرفع التحديات. مداخلتي تحمل عنوان الجامعة وفلسفة الابتكار في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتنطلق أساسا من ما جاء على لسان السيد مدير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باكت إسري 2030. فالمصطلح ونيفو ليكسيك يحمل دلالة وشحنة، يعني التسريع، تحول منظومة التعليم العالي، وذلك لأنه يحمل دلالة وشحنة لها دالة. فنحن الآن والجامعة تعيش منعطف، العالم يعيش في سرعة لا محدودة تفرض اللحاق بالكبكبات المتسابقة. فكما قلت الباكت إسري أو المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يطرح في نظري كباحث من جديد فكرة الجامعة، والتي تفرض علينا إعادة التفكير أو مفكرة الجامعة ودور هذه الجامعة. فكما تعلمون أن فكرة الجامعة غالبا ما ارتبطت بنموذج ويليام فون هامبولت حول التعليم، الذي يرتكز على أساس إنشاء نظام تعليمي قائم على المعرفة والتحليل، تخطيط وفق مبادئ علمية بدل من مبادئ السوق. وهذا ينسجم مع انتقاد يورغان هابرماس الذي طرح رؤيته حول الجامعة في ورقتين تاليتين: The idea of the university learning processes، ثم المقالة الثانية لمقرطة الجامعة. ولضبط المفاهيم الواردة عند هابرماس لا بد من الإشارة إلى أن تاريخ فكرة الجامعة يختلف تماما عن تاريخ الجامعة. فكرة الجامعة التي وضعها هامبولت وتطورت مع الوقت تتناول الأسس الفكرية والنظرية التي تبنى عليها الجامعات، وتحدد تبعا لها أهدافها ووظائفها وبنيتها. أما الحديث عن تاريخ الجامعة فيتناول تاريخ ظهور، يعني الظهور المادي للجامعات كمؤسسات تمنح الدرجات العلمية لخريجيها. هل نحن الآن نعيش مرحلة الانتقال أو الانطلاق من الأسس الفكرية التي تبنى عليها الجامعات، وتنبه إلى أن عملية إصلاح الجامعات لا بد من أن تبدأ من الأسس النظرية والفلسفية التي تقوم عليها. وظائف الجامعة، هابرماس يشكو في كتابه نحو عقلانية المجتمع أو مجتمع عقلاني من تجاهل الوظائف الحقيقية للجامعة، ويحذر من التفكير الذي يرى أن الأبحاث والتعليم هي المسؤولة فقط عن إنتاج أو نقل المعرفة القابلة للاستثمار تكنولوجيا. يتساءل: هل على الجامعة أن تنحصر وظيفتها في التعليم وليس بناء مشروع المعرفة؟ يجيب هابرماس بأنه ضد هذا التوجه، ويقدم أطروحته في أنه لا يمكن للجامعة التخلي عن مهامها الثلاث. الجامعة مسؤولة عن ضمان تزويد خريجيها بالحد الأدنى من المؤهلات والمهارات. على الجامعة نقل وتفسير وتطوير التقاليد الثقافية للمجتمع. على الجامعة تشكيل الوعي السياسي لطلابها. وقد أعاد هابرماس تأكيد وظائف الجامعة مرة أخرى بالاستفادة مما قدمه تالكوست بارسنس الذي حدد، هذا أمريكي، حدد وظائف الجامعة الأمريكية فيما يلي: المعرفة التقنية، تزويد الجامعة خريجيها بالمعرفة المهنية، توفير التعليم العام. يتضح أن فكرة الجامعة كانت منذ نشأتها الأولى مطارا للجدل والنقاش والتعديل والإصلاح، وبقيت يعني الحرية هي الثابت
الوحيد وما فتئ التشديد عليها مستمر إلى يومنا الحالي، أو ما يعرف باستقلالية الجامعة. يعني تمتع الأستاذ الأكاديمي والطالب في اكتشاف المعارف والعلوم ونقلها، وهذا الأمر كما قلت يعرف مرتبط بفكرة الاستقلالية. إن الجامعة اليوم لا تقاس بعدد طلابها وبنياتها، وإنما تقاس بأعداد أبحاثها التي تساهم في تنمية المجتمع، وهي بذلك تصبح ذات رسالة علمية وإنسانية وحضارية وثقافية. وإضافة إلى ذلك فإن الجامعة لها وظيفة جديدة تتمثل في بناء مجتمع المعرفة من خلال توليد المعرفة، والتي يكون أثرها الأساسي على المجتمع. لقد حققت الجامعة كما هو معلوم ومعروف انفصالا جذريا عن ما كانت عليه في القرون الوسطى، التي كانت يعني أساسا غارقة في إنتاج الموسوعيات وانتقلت إلى المتخصصين، ثم الآن أصبحنا نتحدث عن ما هو الشبكي الأكاديمي والمعرفي. فهنا أذكر السيد العميد عميد كلية الآداب الرباط أنني شاركت في ندوة سنة 1993، وكانت جامعة محمد الخامس سباقة إلى إثارة هذا الموضوع، وكان عنوان الندوة هو الجامعة وتداخل المعارف. قد شاركت في هذه الندوة، وكانت يعني من بين توصياتها هو ما نعيشه الآن، ما نعيشه من طموحات ورفع التحديات. إذن فالباكت إسري كفلسفة يقوم أساسا على فكرة الابتكار في الوسط الجامعي، وكما سبق لي للأمانة الأستاذ العميد السيد الرئيس أخي العزيز سي عبد الرحمن طنكول أنه يعني تحدث عن قضية استنبات فكرة الابتكار في الجامعة على مستوى الدرس الأكاديمي ثم على مستوى البحث العلمي. فبمعنى المستوى الأول أننا لم يعد لنا بإمكاننا اليوم أن ننظر إلى الطالب باعتباره وعاء يجب ملؤه بالمعرفة والتحصيل وبالدروس والمحاضرات والحفظ وإعادة إعادة ما يقدم له من محاضرات ودروس، بل اليوم نحن مطالبين أن نقلب المعادلة وأن نجعل الطالب يساهم في صناعة الدرس الأكاديمي. والآن الوزارة تشتغل على كما يعرف السيد العميد سي مصطفى الغاشي وهو معنا في هذه الشبكة، شبكة عمداء الآداب والعلوم الإنسانية، أن الوزارة يعني تشتغل على الدروس لكور سيناريزي يعني محددة. وبالتالي هنا أفتح قوس أن كوفيد 19 يعني له ما له وما عليه. من الجوانب الإيجابية فيه أنه يعني وفر للجامعة لأول مرة وفر توطين دروس يعني بمختلف أشكالها داخل منصة مودل لأول مرة بنسب كبيرة جدا، وبالتالي الآن يجب استغلال هذه المنصة وبالتالي تحويلها إلى ديكور سيناريزي للاستفادة منها. وهذا ما سيقدم السنة القادمة إن شاء الله للطلبة في إطار المواد للسوفت سكيلز وللونج إلى غير ذلك. إذن فكوفيد من حسناته أنه انتشل الأساتذة من ذلك العداء المزمن عند بعض الأساتذة مع الآلة، مع الكمبيوتر، مع الأورديناتور. فكثير من الأساتذة كانوا يخافون الاقتراب من الأورديناتور أو حتى من التصوير. حينما كنا ننادي على الأستاذ لكي يصور الدرس ينتاب خوف كبير جدا. يعني التصوير كان يعني خدا واحد الوقت كبير بالنسبة للأساتذة، بعض الأساتذة غير المتعودين. المستوى الثاني هو مستوى البحث العلمي. علينا الجامعة مطالبة اليوم كما قال السيد العميد والسيد الرئيس دكتور عبد الرحمن طنكول أن الجامعة مطالبة الآن بمواكبة
يعني عالم الرقميات والدخول في تحدي ورفع التحدي أن نجعل من المعرفة يعني قيمة معرفية إنتاجية ترقى إلى مستوى الصناعة المعرفية، ويعني وتوظيف ما تنتجه الجامعة. فاليوم هذا الصباح يعني حقيقة حينما استدعاني، وأنا أشكره السيد الرئيس الدكتور عمر حلي للمشاركة في هذه الندوة، أبيت إلا أن أقدم له يعني نماذج من الكتب التي نشرتها حول الدبلوماسية المغربية في القرن التاسع عشر بين إمبراطوريات كبيرة. معنى هذا عربون على أن حتى العميد أو الإداري مهووس بالبحث وليس بالإدارة وما تأخذ منه من وقت. إذن فمسألة أساسية ومهمة أن الإنتاج الجامعي ضعيف جدا في حق العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكن ما قدمه وما أتى به الإصلاح سنة 1997 هو أن أي أستاذ لكي يترقى يجب أن يترقى عبر تقديم مقالات إما محكمة أو مفهرسة. فهذه كانت لها حسنات وكان لها لعبت دور إيجابي في النشر والدفع ودعم النشر في الجامعات المغربية. أعطي نموذج ولن أخذ وقتا طويلا لأن الوقت لا يسمح. فجامعة سيدي محمد عبد الله يعني فكرت في مسألة تحفيز على البحث والنشر، فخصصت أكثر من 250 مليون للمختبرات من أجل النشر في المجلات المفهرسة. وبالفعل كان لهذا المحفز دور وأثر مباشر، إذ في وقت وجيز احتلت الجامعة مراتب 4 سنوات، احتلت الصف الأول وطنيا. هذه مسألة كان لها يعني وقع كبير ومحفز للأساتذة والذين ينتمون إلى جامعة سيدي محمد بن عبد الله. مسألة أخرى أنه ككلية الآداب والعلوم الإنسانية منذ التحاقي بها في بداية التسعينات يعني لاحظت أنا شخصيا أن المكتبة يعني مجموعة من الأطاريح أصبحت محنطة داخل المكتبة، تأخذ رقما وتحنط إلى الأبد. وحتى قانون يعني استغلال الطلبة الباحثين لهذه الأطاريح يمنع على الطالب أن نسخ هذه الأطروحات، وهذه مسألة أدت بنا إلى تفكير في رقمنتها ونحن بصدد هذه المسألة. مسألة مهمة هو أنه كخلاصة أننا نطمح إلى جعل الجامعة منصة جاذبة ومبتكرة، ونحن نؤمن بالفعل أن ليس هناك فرق بين العلوم الإنسانية والاجتماعية وبين العلوم الأخرى. أعطي نموذج بسيط وأقف عند هذا النموذج الصارخ. اهتمامي بكتابة أو بالتاريخ المنقوش على الخشب وعلى الزليج وعلى الجدران 2 وأنا يعني أبحث في هذه النقيشة. هذه نقيشة في مدرسة الشراطين بفاس منقوش على إحدى سقايات مدرسة الشراطين بفاس. هذه النقيشة هي بسيطة جدا ولكن لها أهميتها كونها كتبت في عهد السلطان المولى إسماعيل، أبيات شعرية تحمل هذه الأبيات الشعرية هي: انظر بدائع صنعي هل في البديع نظيره وبأمر مولاي إسماعيل. توقفت يعني وقع خلط في هذه النقيشة. هذه النقيشة تعرضت للتلف، فصناع أهل فاس جاءوا
لقاو الزليش طايح فأعادوا، ولكن أعادوا بطريقة غير صحيحة. فاستعنت بأجود ليزانفورماتيسيان اللي عندنا في الجامعة هذه مدة 2 سنين، ولم نستطع فك لغز هذه الأبيات الشعرية إلى يومنا هذا. هذه الأبيات الشعرية يذكرها عبد الرحمن بن زيدان في كتابه الأزهار العاطرة بمآثر ملوك الدولة العلوية العاطرة. فلحد الآن رغم أن أحد المفتشين الفرنسيين في المعمار بفاس حاول فك اللغز ولكن فشل، فإلى يومنا هذا رغم أننا يعني توسلنا إلى ليزانفورماتيسيان ولكن فشلنا. عموما يعني الجامعة لنا قناعة أن الجامعة أن نجعل من الجامعة يعني كما قلت منصة للتجديد والابتكار ويعني مسايرة يعني العصر والذهاب في اتجاه رفع التحديات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد العميد أستاذ سمير بوزويتة. نحن متفقون أن الجامعة هي مكان البحث العلمي والتفكير حول قضايا متعددة، والقضية التي نتحدث حولها اليوم هي قضية الذكاء العلمي. بطبيعة الحال هذه الشبكة سوف يكون لها الوقت الكافي للتطرق إلى عدة إشكاليات. أستاذ مصطفى غاشي، عرفتي الاخر شنو تيقول لك الاخر؟ حاول شي شويه. لا ان شاء الله. شكرا زميل العزيز السي جمال الدين الهاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد المدير العام للإسيسكو، السيد الرئيس والزميل العزيز السي عمر حليه، السادة الأساتذة والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية، أعزائي الطلبة أيها الحضور الكريم، أتشرف اليوم بهذه الكلمة القصيرة والمختصرة حول موضوع مهم جدا، ولكن في الحقيقة أن هذه فرصة جميلة جدا للالتقاء والحديث في موضوع يراه البعض خطيرا، ولكنه في الحقيقة أنه في منفعة الإنسان عموما. أنا أعتقد أنه ربما أن جائحة كورونا السنتين الماضيتين قد ساهمت إلى حد بعيد فيما وصلنا إليه على المستوى الانتيليجنس ارتيفيسيال، لأنه انكماش الإنسان على ذاته وفي بيته وفي مختبراته ربما سارعت من وتيرة هذا الإنتاج الذي أصبحنا اليوم نتحدث عنه، وأن الذين أنتجوا كثير من ليزابليكاسيون لي بلاتفورم في مجال الانتيليجنس ارتيفيسيال اعترفوا بذلك. فالخوف من المستقبل والخوف من ربما الحاضر قبل المستقبل، وربما لا ندري إلى أين نسير. وأعتقد أنا شخصيا أنه لو كانت كورونا قد استمرت سنتين أخرى ربما كنا سوف نكون في وضع آخر غير هذا الوضع، لأنه الآن ما يسمى بشات جي بي تي 4 نموذج يتحدى هذا الإنسان. أنا لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل التقنية والهندسية والفنية المرتبطة بالانتيليجنس ارتيفيسيال، لأن لها أصحابها ولها المتخصصون في هذا المجال، ولا أريد أن أدخل في مجال الفلسفة في هذا الموضوع، وإنما أنا هنا بصفتي عميدا لكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك السعدي، أشتغل في مجال العلوم الإنسانية بطبيعة الحال، وبالتالي أريد أن أقارب هذا الموضوع من منطلق الجامعة والمؤسسات التابعة للجامعة. نحن في كلية الأدب والعلوم الإنسانية في كثير من الأحيان وكثير من البعض يعتقد أننا بعيدون عن هذا المجال، والحقيقة أن منذ أن بدأ مشروع الإصلاح منذ السنة الماضية في مشروع
باكت إسري للسيد الوزير. بطبيعة الحال كان هناك نقاش من قبل، ولكن أصبح النقاش في داخل الجامعة بشكل يعني متقدم جدا في كيفية يعني انتقال الجامعة من النمط التقليدي القديم إلى جامعة تعتمد في مجال كبير جدا على الجانب الرقمي وحتى الذكاء الاصطناعي. ولنا مؤسسات داخل الجامعة التي هي تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، وأذكر هنا بطبيعة الحال يعني لزينسا والزيفيستي الذين يشتغلون في هذا المجال، ولهم إبداعات وعطاءات مهمة جدا وفازوا بجوائز عالمية في هذا المجال. بطبيعة الحال هناك كفاءات وطنية لا يمكن الاستهانة بها، ولكن أنا سوف أنفتح على مجال آخر وهو المجال الغربي والأوروبي الذي يزخر بالطاقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهم أبناء طبيعة الحال المغرب والجزائر، تونس، السنغال، مالي إلى غير ذلك من هذه الدول، وربما من الهند ومن آسيا. هم المتفوقون في مجال الذكاء الاصطناعي، وكل سنة يفاجئوننا بإنتاجات مهمة. أعتقد أنه الآن على المستوى المعرفي والجامعة مجالها هي المعرفة. أعتقد أنه لا مجال للحديث الآن عن أنه يجب أن نحافظ على نمط آخر من المعرفة في إطار ما هو موجود داخل الكتب. أعتقد أن المعرفة ككم هي موجودة الآن، تدخل الإنترنت كل المعطيات المتعلقة بالمعرفة موجودة، لكن كيف يمكن أن نستثمر هذه المعرفة وكيف يمكن أن نوظفها في مجالنا التربوي والتعليمي والجامعي، كيف يمكن أن نقلص من الزمن لكي نربح الكثير من الوقت باتجاه المستقبل. أعتقد أن هذا هو الجوهر الذي يجب أن نناقش حوله في موضوع ما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. مبادرة مهمة جيدة جدا فيما يتعلق شبكة الخبراء، وطبيعة الحال في حديث مع الكثير من الزملاء الذين يشتغلون متخصصون في الذكاء الاصطناعي قدموا لي معطيات مهمة جدا في كثير من الدول فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي. أعتقد هذا لا أتحدث عن خطر، لا أتحدث عن تهديد، وإنما أتحدث عن إمكانية وفرصة أتاحت لنا لكي نطور من إمكانياتنا، وهذه الإمكانية هي التي سمحت للكثير من الدول في العالم لكي تتقدم، وطبيعة الحال لم تكن محسوبة عن الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مثلا، وإنما أصبحنا الآن نتحدث عن الصين، ونتحدث عن فيتنام، ونتحدث عن كوريا، ونتحدث عن باكستان، ونتحدث عن الهند والكثير. تحول الإنسان أنه قادر أن ينتج في أي منطقة من العالم، أن ينتج معرفة رقمية مهمة قد تفيد العالم. وبالتالي فطبيعة الحال نحن في إطار الجامعة المشاريع التي تقدمت كلها يعني تتضمن جزء مهم جدا فيما يتعلق بالرقمنة، وأيضا حتى فيما يتعلق في طرق الإبداع والابتكار في طرق التدريس. وعندنا نماذج متعددة في الجامعات المغربية، وقد تابعنا ورأينا البعض منها. مسألة لا ترقى إلى مستوى التسويق، ولكن أن هناك رفع للتحدي ومواجهة هذا العالم الرقمي الجديد، الانتيليجنس ارتيفيسيال. بمعنى آخر حتى لا أطيل، هو أنه الجامعة ليست بعيدة عن هذا المجال، بالعكس هذا لا يخيفنا. نحن بحاجة أن نقتحم هذا المجال وأن ندخل في هذا المجال، وابتداء من السنة المقبلة فيما يتعلق بالإصلاح الجديد سوف تكون هناك الكثير من المشاريع سواء في الإجازة أو في الماستر متعلقة بمسألة ما يتعلق بالعالم الرقمي وعلاقتها باللغات وبالتواصل وبالفنون وبالعلوم الإنسانية والاجتماعية. وشكرا لكم. بارك الله عليك سي مصطفى. لا الأستاذ بوزويتة ولا الأستاذ الغاشي تحدثا عن شيء مهم ومهم جدا، وهو إيجابية كوفيد 19. عنده الإيجابيات ديالو، يعني الرقمنة التي دخل فيها العالم منذ كوفيد 19 يعني كانت قفزة تكنولوجية واجتماعية واقتصادية مهمة جدا. الجامعة هي المحضن ديال التفكير، هي ديال البحث العلمي، لا بالنسبه للعلوم الدقيقه ولكن كذلك بالنسبه للعلوم الانسانيه. تحكي على شيء مهم الاستاذ مصطفى الغاشي، وهو اننا الان نحن مرغمون على ان نغير بيداغوجيتنا. مرغمون لان في السابق كان الاستاذ هو المنطلق ديال المعرفة. أصبح بعد ذلك أصبحت انترنت
هي منطلق المعرفة. الآن وكان الأستاذ يضع أسئلة للطلبة في الامتحانات، الآن الوضعية تغيرت بطريقة يعني راديكالية، لأن الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي أصبح يجيب أحسن من الأستاذ ومن الطالب. إذن يجب علينا أن نفكر في طريقة وتغيير بيداغوجيا وتعاملنا مع هذا المعطى الجديد. والسلام عليكم.